Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité, de la santé de la femme et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Berlin Pimpin. Allô Alex! Allô Charlotte! Bienvenue aux histoires prénataux. Donc aujourd'hui on vient de terminer l'enregistrement d'un épisode quand même différent où on s'est passé un peu chacune notre tour en entrevue ou alors on a pris chacune notre micro pour raconter nos histoires vers notre maternité. On est deux mamans de deux enfants, donc on a expliqué chacune nos accouchements, notre grossesse, notre période postnatale. Ouais. J'ai bien aimé tes partages, Alex. J'étais déjà un petit peu au courant de ton histoire. Oui. Ironiquement, moi, je t'ai vu les deux fois où tu es venue accoucher à l'hôpital. Je t'ai vu à ton admission, à ton arrivée les deux fois. Donc, mais j'avais pas entendu les coulisses derrière tout ça. Donc, c'était super pertinent de nous partager tout ça. Merci. Puis, j'en ai profité pour parler un petit peu plus aussi de mon expérience où j'ai eu deux grossesses différentes, deux très beaux accouchements, mais deux contextes différents aussi. Donc, j'espère que vous allez aimer écouter autant que nous, on a aimé prendre parole chacune de notre tour. Donc, on vous souhaite un bon épisode. Salut Alex! Bonjour Charlotte! Aujourd'hui, on change un peu nos rôles. On devient les deux invités en même temps de se donner les entrevues. Donc, on va raconter un petit peu de nos histoires, donner un peu plus d'informations sur nous. Puis je pense que moi, personnellement, j'ai toujours adoré écouter les histoires de grossesse, d'accouchement, de mes amis, de mon entourage, des patientes qu'on accompagne aussi. Donc, je pense que ça pourrait être le fun qu'on raconte un peu plus notre parcours puis nos histoires. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, absolument. Puis ça va permettre on est souvent vu comme on est des professionnels de la santé, donc évidemment, mais de faire comprendre un petit peu à nos patientes, à notre clientèle que bien on est passé par le même chemin qu'elles, puis on est capable de comprendre ce qu'elles vivent aussi là par moment. Exactement. Puis justement, moi personnellement, ça a énormément changé mon approche avec les patientes de devenir maman. Il y a un avant, il y a un après, hein. La naissance d'un bébé, la naissance d'une maman, là, on le dit souvent, là. Donc, moi, ça a changé ma vision puis mon approche avec les patientes. J'imagine que toi aussi, t'as dû faire le même constat. Exact. De vivre, du moins dans le temps, là, quand j'étais en salle d'accouchement, de l'infirmière en salle d'accouchement avant d'avoir des enfants versus l'infirmière que je suis devenue après. J'en ai déjà parlé, mais tu sais, toute mon approche, l'importance que je mets maintenant par rapport à toutes les explications, l'éducation, l'importance de faire des choix libres et éclairés, je mise encore beaucoup plus là-dessus là, depuis que je suis moi-même maman. Est-ce que tu as envie que je commence mon histoire ou tu as envie de commencer la tienne? Je vais te laisser commencer. OK. C'est drôle parce qu'on est quand même toutes les deux mamans de deux enfants. On a eu nos garçons en premier, nos petites filles après. Donc, moi, j'ai mon Albert qui vient d'avoir 7 ans déjà, puis ma petite Clara de 3 ans. Deux grossesses totalement différentes, deux enfants totalement différents aussi. Je commence par mon Albert. C'était une grossesse évidemment prévue, mais tu sais, est-ce qu'on est vraiment prêt? On le dit souvent, même quand on est prêt, on n'est pas tout à fait prêt. Exactement. Quand j'ai vu le petit plus, moi, ça m'a déstabilisée. Puis, j'étais la première dans mon cercle d'amis à être enceinte. Donc, c'est aussi un moment où je me sentais plutôt vulnérable, apeurée, étant le mot, mais seule, parce que j'avais un peu personne pour me rassurer qui était en train de le vivre ou qui venait de le vivre. Mais bon, c'est un mélange d'émotions entre la joie, entre la peur, entre le « est-ce que je vais être à la hauteur ?» Mais rapidement, ça s'est quand même très bien passé, l'annonce à nos familles, tout ça, c'était que des beaux moments. À mon garçon, j'ai eu une grossesse magnifique. Vraiment, là, rien à dire. J'ai été active du début à la fin. Je me sentais en forme. Ça allait bien. Pas de malaise de grossesse, symptômes inconfortables. Du tout. Par contre, j'ai eu énormément de mal à voir tous les changements corporaux que ça apportait. Okay. Ce qui fait que je ne considère pas avoir vraiment profité de ma grossesse. Tu sais, je me dis, j'aurais vraiment aimé le montrer plus, mon bedon, flatter plus ma bédaine, parler plus à mon bébé. Je pense que la connexion, pour moi, a été difficile pendant ma grossesse. Ça, c'est une réalité dont on parle pas énormément. Puis il y a plusieurs femmes qui se sentent un peu...
je vais dire, mal à l'aise ou inconfortable de dire ça parce qu'il y a tellement de couples autour de nous qui essaient de concevoir des enfants que ça ne fonctionne pas. Puis là, quand toi, t'es enceinte puis que tu dis, c'est difficile pour moi de créer un lien d'attachement pendant la grossesse, ça peut devenir des discussions assez tabous, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, il faut se rappeler que c'est pas parce qu'on n'aime pas particulièrement le passage de la grossesse qu'on n'est pas moins attaché ou qu'on aime moins notre enfant. Ça a aucun lien. Une femme qui, justement, a eu un parcours plus complexe pour se rendre jusqu'à une grossesse a le droit de pas aimer être enceinte. Également, là, ça vient pas du tout invalider son amour pour son enfant en devenir, là. Mais moi, ça, je l'ai vécu quand même difficilement parce que dans mon entourage, si je prends par exemple ma mère, qui a 3 enfants, là, on est 3 filles à la maison, me disait, moi, mes grossesses, c'est les 3 plus beaux moments de ma vie. Profite-en, Charlotte, c'est beau, c'est magique, c'est merveilleux. Puis je me sentais super coupable de me dire, moi, je suis pas en train, je sais que je suis en train de concevoir l'amour de ma vie puis la plus belle histoire de ma vie, mais en ce moment, je ne vis pas le plus beau moment de ma vie parce que je me sens pas bien dans mon corps. J'accepte difficilement tous ces changements-là. Donc, je m'en suis quand même voulu, longtemps, pas pendant ma grossesse, mais après, à mon accouchement. J'avais énormément de peine de me dire, j'ai donc même pas profité de ma grossesse, j'ai donc même pas flatté ma bedaine, j'ai donc même pas fière de montrer ma bedaine. Je la cachais sous des gros chandails parce que j'aimais pas trop tous ces changements que je voyais. Je m'en suis voulu vraiment longtemps. Mais bon, à part cette impasse, j'ai eu une super de belle grossesse, un beau suivi, beau bébé à terme, 39 semaines. J'ai commencé à avoir des petites contractions à la maison tôt le matin, puis ça s'est quand même bien géré. Tu restais longtemps à la maison avant de... J'ai commencé à avoir mes premières contractions vers 5 heures. J'étais à 39 semaines. D'un rendez-vous à 38 semaines, je savais que mon col était déjà ouvert à... Je crois que j'étais à 1+, 1,2. Donc bon, je me disais, OK, clairement, je suis en train de comprendre ce qu'est la différence entre des fausses contractions et les vraies contractions. Donc, je me doutais qu'il se passait quelque chose. Travaillant dans le milieu, à l'époque, je travaillais au CHUL, en obstétrique. Bon, je me disais, c'est un premier bébé, je suis à 39 semaines. Ça peut être long. J'ai pas passé mon terme du tout. Donc, tu sais, ça se pourrait que ce soit long, que j'ai une période de latence de plusieurs heures, plusieurs jours. Donc, j'étais pas trop, je vous laissais aller. J'écoutais une petite série dans mon lit, j'étais tranquille, puis bon. Ça allait bien. J'avais rendez-vous avec mon médecin pour mon suivi de 39 semaines. Arrivé à la clinique, je lui dis, je contracte pas mal, mais tu sais, c'est inégal. 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, 20 minutes. Mais c'est des bonnes contractions. Tu sais, j'ai le feeling que... Puis il me disait, oui, peut-être, mais bon, c'est un premier bébé, Charlotte. D'après moi, tu débutes une période de latence, puis le travail actif devrait commencer sur veille dans les prochaines heures. Mais il dit, moi, je pense plus dans les prochains jours. Mon col était encore à ce moment-là à 1,2 à peu près. Bon, OK. J'avais ma petite voix intérieure qui me disait, j'ai quand même l'impression que ça travaille fort dans mon corps. Est-ce que t'avais hâte, tu sais, des fois, il y a des mamans à ce stade-là qui sont plus capables, qui ont donc bien hâte d'accoucher, qui font qui vont voir toutes les astuces pas possibles sur Internet pour trouver un moyen pour accoucher maintenant, si c'était pas hier. T'étais-tu un petit peu dans ce mindset-là ou? Pas tant. J'avais hâte. Moi, je savais que je voulais pas accoucher déclenché à 41 semaines, simplement parce qu'on m'avait dit que j'avais quand même un bon bébé, puis j'avais pas envie d'accoucher d'un bébé de 10 livres à 41 semaines. Mais j'étais pas, comme je disais, je me sentais bien pendant ma grossesse. J'avais étonnamment pas une si grosse bedaine que ça non plus, donc je me sentais bien. J'étais encore confortable, oui. Mais j'étais pas déçue que ça se présente à 39 semaines. Mais je me sentais pas à bout de souffle, au bout de ma vie, là, de me dire, bon, il faut que ça cesse ma grossesse, là. Non, j'ai pas fait tous les temps, là, pour déclencher mon accouchement. Par contre, j'ai accepté le stripping. Donc, j'en avais eu un à 38 semaines et des poussières qui avait, rien fait. Puis, quand je me suis présentée à mon rendez-vous, mon médecin qui avait dit que je contractouillais un petit peu, mes phases de latence, ça risquait d'être long, m'a refait un stripping à ce moment-là. Puis après, on est reparti faire l'épicerie. Puis à l'épicerie, ça n'allait plus. J'ai dit, moi, je te laisse terminer l'épicerie. Moi, j'abandonne le panier. Je vais aller m'asseoir dans la voiture. Là, je contracte, puis je vais les chronométrer parce que c'est pas mal rapproché. Puis là, c'est des bonnes contractions. Donc, finalement, je me rends compte que je contracte bel et bien à peu près aux 2-3 minutes. On retourne à la maison. On finalise les bagages, on se présente à l'accueil obstétrical.
typique, 39 semaines, premier bébé. Charlotte, t'es probablement en période de latence. Peut-être que tu devrais revenir à l'interminable latence. C'est ça, en me disant ton col était à 1, 2, à ton rendez-vous que tu as eu quelques heures plus tôt. Je suis pas sûre qu'on va t'admettre. Veux-tu aller marcher? Veux-tu aller prendre un bain chez toi? Puis, je le sentais tellement, moi, que c'était imminent puis que ça allait se passer que il était hors de question que je retourne à la maison. Je voulais rien savoir de retourner à la maison. J'ai eu la chance que à ce moment-là, à l'hôpital, c'était pas très, très achalandé. Donc, finalement, un mois et demi, ils m'ont réexaminé, un col à 3. Donc, fait qu'il y avait de la progression. Il y avait de la progression quand même. Donc, en mois et demi, il devait être, je crois, 2 heures environ l'après-midi. Rapidement, je suis allée en salle d'accouchement. Ils m'ont donné ma chambre. Puis, le travail évoluait bien. J'allais selon les vagues de mes contractions, ça se passait quand même très, très bien. Mon col rendu à environ 6-7, j'ai demandé la péridurale. Ça s'est bien passé, j'ai super bien réagi à la péri. Par contre, mon petit Albert, son cœur a commencé à décélérer à partir de ce moment-là. Donc là, ça a été beaucoup de changements de position, de va-et-vient de personnel. Étonnamment, je me sentais... je dirais pas en contrôle de la situation parce qu'on n'est vraiment pas nécessairement en contrôle de la situation dans un accouchement, mais je me sentais en contrôle de mon stress, de l'anxiété que je sentais un petit peu dans la chambre. On m'avait dit ça se pourrait, Charlotte, qu'on doive quitter en césarienne d'urgence si le cœur continue à décélérer de cette façon-là. Puis je me disais moi, j'avais pas préparé de plan de naissance, rien. J'espérais accoucher vaginalement, mais si on doit aller en césarienne, on ira en césarienne. Bien l'issue qui allait se passer. Exactement. Ici. Donc, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Puis, on dit souvent que prendre la péridurale peut venir ralentir le travail, ce qui est totalement vrai dans certains cas. Moi, dans mon cas, ça a été vraiment l'effet inverse. J'étais super crispée à la fin, dû à la douleur pendant mes contractions, ce qui fait que probablement je venais ralentir ou stopper mon travail étant donné que j'étais crispée, que je respirais pas bien mes contractions, mon col bougeait moins rapidement. Quand j'ai eu la péridurale, ça n'a pas été long que mon col est devenu, que je me suis, on dit, complété, que mon col est devenu complet, prêt à pousser pour bébé. Puis, heureusement, c'est ce qui s'est passé. Là, pourquoi on a décidé quand même d'essayer de me faire accoucher par les voies vaginales, malgré les décélérations qui étaient relativement sous contrôle encore. Okay. À ce moment-là, on m'a prévenu pendant que je poussais que bébé risquait peut-être de partir après, dépendamment de comment il allait être, là, vu que à la naissance. C'est ça, il risquait d'être fatigué un petit peu à la naissance. Il y avait beaucoup de monde là, quand même dans la chambre prêt à ce que bébé soit un petit peu plus fatigué. J'ai poussé pas très longtemps parce qu'il devait sortir rapidement. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'utiliser des instruments? J'ai eu une épisiotomie. OK. Parce que Albert avait une bonne tête, disons-le comme ça. C'était pas très gros, là. Il pesait 7 livres, mais sur les 7 livres, il devait avoir un 5 livres dans la tête, là. Puis toi, là, parce qu'on parle beaucoup là, des choix, d'explications, de toujours demander aux patientes les avantages, de toujours leur expliquer les avantages des interventions. Est-ce que avant de faire ton épisiotomie, est-ce que ça t'a été mentionné qu'il allait faire? C'était relativement fait en urgence. On m'a pas nécessairement laissé le choix, étant donné qu'il y avait une césarienne qui planait. J'ai pour mon dire, on fera pas des épisiotomies, on le sait, pour le plaisir d'en faire avec la convalescence, tu sais que ça peut quand même demander après. Donc, s'il y a une épisiotomie qui doit être faite, c'est parce qu'il y a une raison. Donc non, évidemment là, c'est vrai qu'on m'a pas laissé le choix. Mm-hmm. On m'a dit qu'on devait la faire, fallait que bébé sorte vite. Puis comme de fait après, on s'en allait avec la ventouse ou forceps, je me souviens plus là à ce moment-là. Fallait qu'il sorte, puis c'était la ventouse. Quand ils m'ont sorti la ventouse pour l'installer, ça a pas été long finalement qu'il est sorti. Okay. Il est malheureusement sorti comme une petite bombe atomique là. Il est sorti très rapidement. Donc ça a été une convalescence complexe et une réparation. En raison de la déchirure. De la déchirure, quand même complexe. Puis mon petit Albert allait super bien, vigoureux, bien pleuré à la naissance, bien coloré. Fait que t'as pu le laisser en peau à peau sur toi. J'ai pu l'avoir tout de suite en peau à peau sur moi, puis on m'avait expliqué que le pourquoi son petit cœur décélérait à ce point-là, c'était que le cordon était excessivement court. Okay. À chaque contraction, ça faisait comme une traction sur mon cordon, ce qui expliquait, pourquoi ça le fatiguait là, à ce point-là. Puis j'avais un
tout petit cordon en termes de diamètre et de longueur, puis un placenta qui était un petit peu inférieur aussi à la normale, mais j'ai eu vraiment un beau bébé en santé d'un poids standard, d'un poids normal, donc c'était vraiment des bonnes nouvelles. Puis après, bon, ben s'en est suivi le petit séjour à l'hôpital, il a une petite jaunisse, mais rien de trop intense, ça se passait bien. Par contre, j'ai travaillé beaucoup au postpartum. Toi, c'est l'allaitement aussi qui a été difficile, hein? Ça a été très difficile avec Albert. Avec du recul, je comprends le pourquoi ça a été difficile, par contre. Puis c'était parce qu'au niveau psychologique, probablement que j'étais, je sais pas si j'ose dire en détresse ou fragile. J'ai été très fragile après mon accouchement. Ayant accompagné tellement de femmes dans leur postpartum, le postpartum le plus court au monde, soit qui est le 24, 36 heures, 48 parfois, heures qu'elle reste à l'hôpital, il n'y a pas la chute hormonale encore à ce moment-là. Non. Donc, le retour à la maison, c'est ça. Le retour à la maison, ça a été pour moi drastique et j'ai eu du mal à connecter à mon bébé parce qu'on se dit tout le temps, tu vas voir, on va déposer ton bébé sur toi, là, tu vas sentir une connexion, tu vas devenir une mère, tu vas l'amour de ta vie, puis mon Dieu que c'était déjà, oui, l'amour de ma vie, mais je le connaissais pas, ce petit bébé-là. Tu sais, il fallait que j'apprenne à le connaître, à connecter avec lui, puis ben on ne dit pas beaucoup que pour certaines femmes, ça arrive, on dépose le bébé sur nous, mais on le voit un petit peu comme un inconnu, puis on se dit, oh, attends, on va apprendre à se connaître, toi puis moi, puis on va développer notre lien, ça va bien se passer. Mais moi, ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à vivre le coup de foudre. Comme on m'a toujours enseigné, ça allait être ça. Puis, ben surtout travaillant en postpartum, à l'unité des naissances de l'hôpital, ben moi, un petit bébé, c'était un petit peu mon quotidien d'avoir un nouveau-né. Donc là, de me dire que ce petit bébé avec lequel j'aurais pu avoir dans le cadre de mon travail sur un chiffre standard, mais là, je le ramenais à la maison, ce petit bébé-là. C'est le tien, là. C'est le mien. Oui. Puis moi, ça a été vraiment dur pour moi de le comprendre. Je le savais, là, mais dans mon cerveau, on dirait que ça a été dur de me connecter pour cette raison-là. De me dire, c'est pas un petit patient, là. C'est mon bébé, là. C'est le mien. Fait que ça m'a pris quand même quelques semaines à bien connecter avec mon bébé. Puis c'est pour cette raison, je crois, que mon allaitement a été complexe. On dit qu'un allaitement ne doit pas être douloureux, c'est vrai. Mais dans certains cas, il suffit d'une tétée où la bouchée du bébé était moins bonne, le positionnement était moins bon, ben ça blesse. Puis moi, ça a été le cas. Puis là, les douleurs prenaient le dessus sur les douleurs au niveau de ma déchirure que j'avais eue suite à l'accouchement. Plus, je tolérais plus là, la douleur. Là, donc, mon allaitement a cessé rapidement pour cette raison. Puis après, ça aussi, ça a été un deuil. J'ai pas profité de ma grossesse parce que j'ai pas aimé les changements corporaux, puis j'ai pas été capable d'allaiter mon bébé. Fait que je m'en suis voulu longtemps. J'ai eu de la peine longtemps, puis j'ai eu honte longtemps de le dire que j'ai cessé mon allaitement. Tu vivais ça un peu comme un échec. Vraiment. Ouais. Je me disais, ayant autant de formation en allaitement, comment c'est possible que j'ai pas eu la force de persévérer plus? Être parent, c'est apprendre à se faire confiance. Avec Perlimpinpin, vous pouvez compter sur des produits de qualité, sécuritaires et rigoureusement testés afin de vous accompagner au quotidien et vous permettre de vous épanouir dans votre rôle de parent. Retrouvez tous nos produits pour les premières nuits de bébé, son premier décor et ses premières sorties en plein air sur le perlimpinpin.com ou chez votre détaillant préféré. Tant qu'on l'a pas vécu, puis c'est sûr que, tu sais, avec un accouchement, il faut que les éléments favorables soient là puis je le dis à beaucoup de mamans, pour qu'un allaitement, un début d'allaitement soit optimal. Donc, en ayant eu un accouchement un petit peu plus difficile, on se le disait avec les décélérations de cœur fœtal, l'épisiotomie, toute la convalescence reliée à la déchirure, les douleurs, c'est des facteurs qui font en sorte que, veut pas, on est peut-être un petit peu plus fatigué. Avec la douleur, on est peut-être un petit peu moins tolérant. Puis c'est sûr que ça c'est pas ce qui peut empêcher un allaitement, mais ça peut nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Exactement. D'où l'importance de s'entourer, puis de le dire quand ça va pas bien, parce que souvent, de mon point de vue à moi, je le voyais un petit peu comme peut-être une honte en me disant, je suis maman d'un beau bébé en santé, ça doit être tellement une belle période, mais oups, non, je me sens plutôt fragile, moi. Donc, j'ai besoin qu'on vienne prendre soin de moi, de mon bébé, mais qu'on vienne prendre soin de moi, puis qu'on me dise, tu sais, ça va aller, là, c'est normal que tu te sentes comme ça. Retiens-les pas tes larmes, puis
tu vas voir, là, c'est normal ce qui se passe en ce moment. Ça change pas du tout le fait à la maman que tu es, que tu vas devenir. Faut juste te laisser du temps. Donc oui, il y a certaines femmes pour qui c'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe. Puis je pense que c'est super important de le nommer parce que on n'est pas une moins bonne maman pour cette raison. Puis on n'est pas moins connecté à notre enfant pour cette raison. Mon garçon et moi, on est évidemment fusionnels. Puis oui, il y a eu un petit temps d'adaptation, là, c'est normal. Mais ça n'a rien changé à l'amour que j'ai pour cet enfant et vice-versa. Ma deuxième grossesse, par contre, un parcours vraiment totalement différent. Je me suis jurée que j'allais profiter de ma bedaine. J'allais la montrer, ma bedaine. J'allais l'aimer, ma bedaine, puis toutes les formes qui allaient venir avec ça pour pas regretter de ne pas en avoir suffisamment profité. C'est ce que j'ai fait. Par contre, ça a été une grossesse quand même complexe. Plus difficile, ouais. Hein? Oui. Des nausées du début à la fin. Ma petite Clara, la première échographie qu'on a fait, on a vu 2 petits sacs gestationnels. OK. Ouais. Puis, malheureusement, il y a seulement un des sacs gestationnels qui comportait un embryon. Dans l'autre sac gestationnel, il n'y avait pas de petit embryon. Je sais pas si c'est pour cette raison que j'ai pu être plus symptomatique. Est-ce que mon taux hormonal était différent à ce moment-là? Je sais pas. Mais un seul petit bébé qui se développe finalement. Aucune particularité dans la première partie de ma grossesse, autre mes nausées. Je me sentais malade, vraiment, pendant ma grossesse. Je m'en souviens, oui, parce qu'on travaillait ensemble dans notre quotidien, donc ça l'allait pas, là. Puis, tu sais, j'avais un petit feeling à me dire, mais pourquoi je suis autant malade? Tu sais, il se passe quelque chose avec mon bébé? On dirait que j'étais toujours un petit peu inquiète quand même de me dire, mais je suis tellement malade alors que j'avais eu aucun symptôme à ma première grossesse. On avait pris la décision de ne pas connaître le sexe de notre bébé. On voulait attendre à la naissance pour découvrir le sexe de notre petit bébé. Donc, je me disais, bon, est-ce que c'est parce que peut-être c'est une petite fille? Est-ce que c'est parce que il y aurait eu une possibilité de grossesse gémellaire en début de grossesse que je suis plus malade? Bon, je cherchais un peu des explications à tout ça. Est-ce que c'est parce que je travaille plus? Parce que là, j'étais pas retirée. C'est ça. Est-ce que pour Albert, tu avais été retirée? À 25 semaines, j'ai été retirée. Fait quand même pas si tôt, puis là, tu as travaillé jusqu'à presque la fin. Là, ouais. Est-ce que c'est parce que j'ai un enfant de 3 ans à la maison à m'occuper? On peut pas autant se reposer. C'est ça, exactement. Donc, il y avait quand même plein de raisons à tous ces symptômes désagréables que j'ai eus pendant la grossesse, mais j'ai sincèrement profité de ma grossesse, malgré les nausées omniprésentes. Arrivé à début de mon 3e trimestre, on voyait que ma hauteur utérine, donc à partir d'un certain terme de grossesse, semaine, je crois, on commence à faire des mesures de hauteur utérine. Puis notre mesure de notre hauteur utérine, c'est à peu près du pubis jusqu'à la pointe de l'utérus, doit mesurer en termes de centimètres. Exemple, tu es à 22 semaines de grossesse, on devrait avoir une hauteur utérine à 22 centimètres. Bon. Dans mon 3e trimestre, vers environ 30 semaines, on s'est rendu compte qu'il me manquait 5 cm. Donc, c'est comme si j'avais une hauteur utérine d'une femme enceinte de 25 semaines, mais là, j'étais à 30 semaines. Ouais. C'est ça. Ça concordait pas. Bon, je me disais, avec Albert, mon garçon, j'avais eu un peu ce problème-là, pas aussi marquant d'hauteur utérine inférieure, mais j'ai eu un bon bébé. Ça m'inquiète pas trop, mais bon. En faisant des échos, puis en mesurant la hauteur, on voyait que l'écart commençait à se creuser encore de plus en plus. Donc, on a fait des échographies de croissance relativement... j'en ai eu beaucoup, en fait. Là, j'en ai eu vite aux 2 semaines, après aux semaines, puis après, j'en avais quasi aux 48 heures à la fin. Là. Puis, on a réalisé que mon bébé présentait un retard de croissance. On est passé du 15e percentile au 8e percentile, okay, au 3e percentile, à en bas du 1er percentile. On doit le sortir immédiatement, le bébé. Donc, la fin de ma grossesse, j'étais quand même très anxieuse. J'avais toujours les nausées. Puis la peur de pas apporter assez de nutriments à mon bébé parce que l'alimentation, c'était pas toujours évident. Mes vitamines prénatales ne passaient pas du tout, mais pas du tout. Je les prenais, c'est sûr, j'allais les vomir. Donc, il y a ça aussi que j'avais coupé rapidement, simplement parce que, ça allait pas. Donc, on se tape un peu vite sur la tête. Hein, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que tu t'as senti que tu avais une part de responsabilité, tu sais, malgré le fait que, oui, dans certains cas, il peut y avoir des facteurs
certains facteurs de risque, mais associés à des habitudes de vie maternelles, mais dans d'autres cas, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur comment fonctionne notre placenta pendant la grossesse. Oui. Puis, tu sais, la question un peu qu'on pose, c'est, ta première grossesse, comment ça a été? Est-ce que tu as eu un retard de croissance? Parce que des fois, ça peut suivre, hein, généralement. Puis moi, je te dis, non, j'ai eu un bon bébé, tout allait bien. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de différent à cette grossesse-ci pour être autant malade? Puis que là, visiblement, je vois que mon placenta fonctionne plus bien. Donc, bon, j'arrive la journée de mes 38 semaines, je me présente à mon échographie. Là, j'en avais à ce moment-là pas mal aux 48 heures parce qu'on surveillait aussi le profil de bébé, savoir si le bébé n'était pas en souffrance. Puis c'est là qu'on me dit, ouais, non, là, on est en bas du premier percentile. Tu restes ici. Oui. Puis, il constatait que bébé semblait avoir arrêté sa croissance aux alentours de 33-34 semaines de grossesse, quand même. Donc, bon, là, on m'explique un peu tout ça, si le bébé doit aller en EO, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, j'étais un petit peu en état de panique en me disant, mais j'ai pas dit au revoir à mon garçon ce matin. Je l'ai déposé à la garderie. Il est hors de question que je retourne pas chez moi pour le voir, lui donner un bisou. Puis bon. Cette fois-ci, par contre, l'hôpital était super achalandé. Ils m'ont laissé retourner à la maison quelques heures pour mon déclenchement, revenir pour 20 heures le soir, 19-20 heures pour mon déclenchement. Donc, le profil de bébé allait encore bien, là. Donc, je me suis présentée pour mon déclenchement. Un déclenchement médical, c'est pas nécessairement ce qu'on envisage dans une grossesse. Surtout que cette fois-ci, j'avais envie d'essayer un accouchement un peu plus naturel. Mais là, vu dans l'état d'esprit que j'avais juste hâte qu'on sorte mon bébé. Je reviens un petit peu en arrière, là, mais on avait réalisé dans les dernières échographies qu'en fait, mon placenta avait fait plusieurs infarctus. Puis c'est ce qui créait le retard de croissance chez mon bébé. Ce qui était une bonne nouvelle, parce que c'était pas le bébé qui était malade ou problématique, c'était vraiment le placenta qui était malade. Bébé semblait quand même bien aller, mais bon, le retard de croissance était présent. J'ai eu un déclenchement médical qui s'est tellement bien passé. Puis je tiens à dire qu'il y a possibilité quand même d'avoir un déclenchement qui est doux puis qui peut respecter le naturel de la situation qu'on aimerait avoir. Ça a été quoi la méthode de déclenchement, toi? On a commencé directement avec le Synto. À 20 heures le soir? Oui. Oh! Ouais. OK. Ouais, il fallait sortir vite. Fait que oui. Ouais. Puis ton col, à ce moment-là, c'est ça? était déjà à 2 centimètres. Il y avait un petit bout de chemin Il y avait un petit bout de chemin de fait. Fait que ton col était quand même favorable à un déclenchement. Exactement, là. Donc, j'ai contracté super rapidement. Je sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais moi, j'ai trouvé quand même que les contractions sont devenues beaucoup plus douloureuses rapidement. OK. Avec un déclenchement médical que, bon, de laisser aller le travail. Oui. Ça commence c'est plus raide, là. Mais ça s'est super bien passé. Bébé est né, on a découvert que c'était une petite fille. Puis elle est née, dans le fond, si ton déclenchement il a commencé à 20h, elle est née à 5h35 le matin. Ça a été, ça a bien été. Ça n'a pas été une latence interminable. Non, pas du tout. Puis, dans mes 2 accouchements, moi, aussitôt qu'on rompt mes membranes, ça déboule. Je me complète après, puis c'est le temps de pousser. Puis là, c'est un deuxième bébé. Mais ce deuxième petit bébé-là pesait même pas 5 livres. Elle était toute mini. Elle était 4 livres et 12, 4 livres et 13. Une toute petite crevette qu'on a déposée sur moi, puis la connexion, elle allait bien, elle était vigoureuse. Oui. Ça dicte donc bien à la petite personne qu'elle est aujourd'hui, toujours aussi battante et vigoureuse. Puis j'ai vraiment eu une connexion immédiate avec ma petite puce. Est-ce que j'étais plus préparée à ça? Bon, j'ai eu tellement peur, en fait, je pense, pour sa santé, que la connexion s'est faite naturellement, beaucoup plus rapidement aussi. Par contre, quand on parle d'un bébé en grand retard de croissance comme ça, il y a plusieurs facteurs qui doivent être évalués. Donc, souvent, c'est des bébés qui sont plus à risque de faire une jaunisse. C'est des bébés qui ne gardent pas, c'est ça, leur chaleur, hypoglycémie. Bon, la prise de poids est difficile. Puis moi, à ce moment-là, je me disais, mon corps n'a pas nourri mon bébé. Comment c'est possible qu'une femme qui est faite, parce que nous, les femmes, dans ma tête à moi, on est fait pour mettre au monde des enfants, des bébés, pour faire grandir des petits humains dans notre utérus. Pourquoi mon corps n'a pas été capable de nourrir ce petit bébé-là? Puis je vois cette petite puce toute frêle, puis comparativement à un bébé prématuré, là, j'avais un bébé d'une grandeur d'un bébé à terme, mais qui avait le poids d'un prématuré. Donc, c'est pas des jolis bébés, hein?
tu vois que c'est des bébés qui sont sous-nourris. Puis je me disais, moi, j'étais catastrophée de voir l'état physique de ce bébé-là. Tu sais, je me disais, comment j'ai pu pas nourrir mon bébé à ce point-là? Puis... finalement, ça a été un allaitement super complexe au début parce que je me disais, je vais me battre à la vie à la mort pour allaiter mon bébé parce que si mon corps l'a pas nourri pendant ma grossesse, ben mon corps va le nourrir là maintenant là. Mais le fait qu'elle était plus petite, en retard de croissance, une plus petite bouche, ça a été complexe. La prise du sein était plus difficile. Ah ouais, ça a été un gros travail, beaucoup de larmes, beaucoup de persévérance. Tu t'es allée chercher quoi un peu comme ressource pour t'accompagner là-dedans? Je suis allée chercher une conseillère en lactation. Oui. Puis moi ça a changé là. Ça a changé mon histoire puis malgré que j'avais les outils pour l'allaitement, là j'étais une patiente là. Oui. Fait que j'avais vraiment besoin de... Non, ça m'a beaucoup aidée. Je suis allée ensuite en clinique d'allaitement. Puis elles m'ont énormément aidée pendant tout mon parcours, même j'ai fait un allaitement quand même prolongé, puis j'allais les revoir après parce que j'avais, tu sais, il faut adapter un peu le tout, puis là des fois je voulais pas soit me reblesser ou diminuer un peu l'allaitement. Donc moi tout le long de mon histoire d'allaitement, je suis restée en contact avec elle à la clinique d'allaitement pour avoir des conseils, puis moi c'est ce qui a tout aidé, ce qui a tout changé dans mon parcours. Puis le fait d'avoir allaité mon bébé, d'avoir réussi à allaiter exclusivement mon bébé, même si j'ai été une maman qui a donné le biberon avec tout l'amour du monde à mon premier enfant, ben moi, ça m'a vraiment aidé à faire un petit peu la paix, si on veut, avec le fait que mon corps avait un petit peu abandonné sa mission qui était de nourrir mon bébé, puis que finalement, j'ai eu un petit bébé qui était visiblement, on le voyait, là, en détresse là, nutritionnelle. Donc, pour moi, ça a été ma façon de si on veut, de tourner la page, puis de pardonner à mon corps de pas avoir réussi à nourrir mon bébé. Puis ma petite Clara, ben je l'ai allaitée jusqu'à 2 ans et demi. Wow. Au final. Ouais. Parce que, tu sais, les recommandations médicales, on recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, mais après ça, ce qu'on dit, c'est on peut poursuivre l'allaitement jusqu'à 2 ans et plus. Donc, tu sais, il y a souvent moi, j'entends souvent ça, des mamans qui vont me dire « Ouais, mais moi, je vais allaiter jusqu'à 6 mois. » Puis du jour au lendemain, quand ton bébé il a 6 mois, tu fais comme « Ouais, j'ai allaité hier. Pourquoi aujourd'hui, j'allaiterai plus? » Fait que c'est sûr qu'après ça, bon, c'est un choix personnel. Puis tu poursuis, tu respectes tes besoins, ceux de ton bébé. Puis à un moment donné, ben, on voit pas nécessairement le temps passer. Puis le sevrage finit par se faire là, naturellement. Puis quand des fois naturellement, des fois un petit peu plus forcé pour différentes raisons. Mais c'est correct, là. C'est tellement un beau... un gros travail. C'est un gros don de soi, mais c'est beau aussi. Mais je tiens quand même à préciser, il n'y a pas de meilleure façon de nourrir son enfant, dans le sens où on se met tellement de pression sur l'allaitement parce que c'est vrai que c'est ce qui est recommandé. Puis mon Dieu, tous les bienfaits sont présents. Mais parfois, il y a des situations qui ne le permettent pour différentes raisons ou par choix personnel. Puis c'est correct. C'est ça. C'est vraiment correct. Là, je pense qu'il n'y a pas une meilleure méthode que... En fait, la meilleure façon de nourrir son enfant, c'est la méthode qu'on choisit, avec laquelle on est le plus confortable. Puis ça, c'est important de le dire parce qu'il y en a trop qui se sentent jugés, puis je donne un biberon parce que j'ai pas toiletté ou j'ai pas, c'est ça, on donnerait pas, je donne un biberon, point, parce que j'ai décidé de donner mon biberon, puis il y a pas de, j'ai pas à me justifier. J'allaite, oui, je fais un allaitement prolongé, ben oui, c'est ce qui est simple chez nous, puis c'est ce qui fonctionne. Donc grosso modo, c'est ma petite histoire. Fait que 2 grossesses différentes, 2 accouchements très différents aussi. 2 accouchements très différents. Puis au niveau de la période postnatale, tu sais, tu parlais un petit peu que pour Albert, tu t'es senti plus vulnérable, fragile. Est-ce que pour Clara, ça a été, tu te sentais un petit peu plus en confiance sur de toi ou J'ai aussi eu la bonne chute hormonale. Je pense que je demeure assez sensible à ça. Par contre, j'étais mieux outillée en sachant c'est un petit passage obligé, c'est normal, puis il faut un peu faut les accueillir, ces émotions-là, puis ces larmes-là, ça sert à rien de les retenir, ça va nous rattraper plus tard de toute façon. Donc j'ai vécu pleinement ce débalancement hormonal-là en me disant c'est dur, mais c'est normal, puis ça va passer, puis comme de fait ça a passé, donc je me sentais... Perlimpinpin accompagne les familles d'ici depuis près de 40 ans. Parce que le sommeil de bébé est au cœur du bien-être de toute la famille, nous offrons une sélection de produits testés et sécuritaires pour que chaque nuit soit paisible et empreinte de confiance en vos capacités parentales. Retrouvez tous nos essentiels pour les premières nuits de bébé sur le perlimpinpin.com ou chez votre détaillant préféré. Je l'ai pas vécu moins
Ben, je l'ai vécu moins difficilement, mais ça a été autant éprouvant, sauf que je savais qu'il y avait une petite ligne d'arrivée, puis que c'était normal, tout ça, puis que j'allais me retrouver après, là. Parce que la première fois, on devient quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas. Moi, en tout cas, personnellement, pour moi, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant de se dire, est-ce que je vais redevenir moi-même un jour? On change à tout jamais parce qu'on devient maman. Mais on finit par se retrouver quand même là, au travers de tout ça. Fait que ça a été différent parce que je le savais qu'elle allait avoir un retour à une petite normale, là, si on veut. Ben merci de ton partage. J'ai hâte de t'écouter. Et moi, ça fait... écoute, ben là, toi, tes enfants, ils ont 7 ans et Clara... Et 3 ans. Bon, moi, je suis rendue... je vais reculer un petit peu plus loin parce que mon garçon va avoir... il aura 11 ans bientôt. Donc, ça fait quand même quelques années, mais on travaillait déjà ensemble à ce moment-là. Donc, on se souvient de tout ça. Moi, ben en fait, c'est pas compliqué, là. Ma grossesse, on dit que 50% des grossesses ne sont pas planifiées. Donc, ma grossesse de Logan n'était pas du tout planifiée. J'allais me faire installer un stérilet, mais je pense que des fois, on vit un petit peu dangereusement, entre guillemets, ou dans le déni. Ça a été quoi ta réaction? Puis, on se dit que, tu sais, il y a tellement de gens, comme je le disais, autour de moi, qui, pas à ce stade-là parce que je l'ai eu quand même jeune, mais tu sais qu'on le sait qu'il y a des gens pour qui tomber enceinte, c'est tellement difficile, malgré le fait que, d'où je me souviens, là, l'infirmière scolaire au secondaire nous disait qu'il s'agit d'une pilule oubliée, puis ça peut arriver. Ben, je pense que c'est ça, on vit dans le déni, donc c'était comme pas possible. Puis moi, de la façon que je me suis rendu compte que j'étais peut-être enceinte, c'était mon humeur générale. Oh ouais, avoir un retard de règles? Non, pas nécessairement, mais dans le sens où j'étais tellement irritable et d'une humeur massacrante que je ne me reconnaissais pas moi-même. Ou à un moment donné, je me suis dit, puis j'étais vraiment plus fatiguée qu'à l'habitude. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas, là. Personne ne peut m'endurer, je m'endure même pas moi-même. Donc, je suis partie en pyjama à la pharmacie, comme ça. Je me suis dit, bon, à suivre. Je ne crois même pas que j'avais un retard ou pratiquement pas. Et j'ai fait un test et il était positif. Puis là, à ce moment-là, la réaction? Le choc? Un mélange de... Parce que nous, ça faisait pas super longtemps qu'on était ensemble. C'était un contexte dans lequel on n'était peut-être pas tout à fait prêt 100% d'accueillir un enfant là, mais là, moi, c'était impossible c'était inconcevable que je mette un terme à ma grossesse. Je veux dire, j'avais quand même mon travail d'infirmière, j'avais pas terminé, j'étais dans mon cheminement où j'étais à l'université en train de faire mon bac, mais j'avais déjà mon poste. Mais là, je me disais, OK, là, c'est vrai. Puis là, ben, on va s'adapter. Puis, bien, ça va être comme ça. Donc, la nouvelle s'est bien prise. Puis, ma grossesse a été, par contre, surtout le premier trimestre, particulièrement difficile en raison des nausées, vomissements, fatigue. J'ai été malade tout au long de la grossesse, premier trimestre là, jusqu'à 5 fois par jour. C'est pas compliqué. Ouais. Je choisissais mes repas en fonction de ce que j'avais envie ou non de vomir cette journée-là. Ça a vraiment été difficile. Mais bon, je pense que c'est tout le fait... Tu sais, la vie quotidienne a un impact sur les symptômes de grossesse dans le sens où j'allais à l'université à temps plein, je travaillais à temps partiel en obstétrique comme infirmière. Donc, des fois, je finissais des quarts de travail le dimanche soir jusqu'à minuit. J'avais une journée complète d'université à partir de 8 heures, de 8 heures à 20 heures le lendemain, le lundi. Fait que toute l'implication au niveau de l'université, l'implication au niveau du travail, ça prenait énormément de temps, d'énergie, ce qui fait que j'étais beaucoup plus fatiguée. Puis déjà que, on est fatigué enceinte. Ouais. Donc, j'ai comme l'impression que ça a été un petit peu une roue qui tournait, qui augmentait mes symptômes de grossesse. Donc, mais tu sais, j'avais quand même, oui, j'ai eu des nausées, vomissements, mais c'était ce que j'appelle une grossesse plate, dans le sens où, pour moi, quelqu'un qui était infirmière en obstétrique, je travaillais en grossesse à risque, qui voyait toutes les complications obstétricales du monde,
ma grossesse, outre que mes nausées et vomissements, là, c'était une grossesse qui était très facile. Pas de particularité, pas de problème, des échos normales, un bébé qui se développe bien. C'est sûr que le fait d'avoir été infirmière en grossesse à risque, à ce moment-là, pour une première grossesse, m'a peut-être généré un petit peu d'anxiété que j'ai pas nécessairement eu à ma deuxième grossesse. Parce que là, pour moi, là, une grossesse qui évoluait normalement avec un issue positif à la fin, je me disais, ça n'existe pas. Ça se peut pas, tu sais. Donc, j'attendais qu'il se passe quelque chose d'anormal. Puis, tu sais, j'avais pas d'indication d'avoir une échographie au 3e trimestre, mais écoute, j'avais convenu avec mon médecin que j'allais en faire une juste pour calmer un petit peu, baisser mon anxiété parce que, pour moi, c'était sûr qu'on allait trouver quelque chose d'anormal. Ouais. Mais bon, finalement, je me suis rationalisée. On m'a fait comprendre que les quelques patientes que j'ai sur mon unité couvrent toute l'Est du Québec. Puis dans l'Est du Québec, il y a énormément de grossesses qui finalement se passent bien, se déroulent bien, avec un beau petit bébé qui naît en santé à la fin. Donc, c'est ça. Fait que j'ai eu une grossesse sans aucune particularité. J'ai commencé à avoir des contractions un peu avant 40 semaines, tout simplement. Fait que je suis tombée dans une latence interminable qui a duré à peu près 48 heures. Des contractions, c'est pas compliqué, mais je me souviens, ma nuit du vendredi au samedi, j'ai pas bien dormi, j'ai contracté un peu toute la journée. La nuit, j'ai passé ma nuit du samedi au dimanche à peu près dans le bain, presque toute la nuit, à aller dans le bain, aller me recoucher, retourner dans le bain. Je m'étais même présentée à l'hôpital parce que je me disais, OK, c'est sûr qu'il se passe quelque chose, puis là, je vais être admise, mais finalement, non, on m'a retourné à la maison. Fait que, bref, tu sais, même quand on est infirmière en obstétrique, on sait pas qu'est-ce qui se passe nécessairement dans notre corps. Puis, tu l'as dit tantôt, on est, quand c'est pour nous, on n'est plus une professionnelle de la santé. On n'est pas capable d'appliquer ou presque pas nos propres recommandations, nos conseils pour nous-mêmes. Mais finalement, c'est en fin de soirée, le dimanche, où là, je me suis dit, OK, là, c'est assez. Là, j'ai des bonnes contractions, ça fait mal, sont régulières. Moi, je peux plus endurer ça très longtemps. Et je suis arrivée à l'hôpital, j'étais vraiment rendue en travail actif, à peu près à 4 cm. Et j'ai stagné à 4 pendant des heures et des heures. Est-ce que c'est parce que tu as pris la péridurale? Non, au début, j'avais pas de péridurale. J'étais allée dans le bain, je suis revenue, on m'a réexaminée 2 heures plus tard, ça progressait pas. Et là, j'étais épuisée. Épuisée parce que ça faisait 2 jours que j'étais pas vraiment capable de me reposer parce que je dormais mal en raison des contractions durant la nuit. Fait que, donc, le stress aussi, tu sais, le fait que t'es, même si tu travailles là-dedans, t'es quand même dans l'inconnu. Puis là, c'est à toi que ça l'arrive, là. Ta première expérience, c'est pas comment ton corps réagit non plus. J'ai pris la péridurale, je me suis endormie et écoute, c'est pas compliqué, là. Il s'est passé des affaires pendant la nuit où est-ce que, après ça, quand je me suis comme semi-réveillée, je m'étais à peine pas rendu compte de ce qui s'était passé. Okay. Mais j'ai pu dormir. Mon col a dilaté un petit peu. Puis là, à ce moment-là, la médecin hésitait. Je pourrais rompre tes membranes, mais j'ose pas parce que comme ton travail stagne à 4, j'aurais peur de rompre puis que finalement, ça fasse pas progresser ton travail. Fait qu'on s'est permis d'attendre encore un petit peu. J'ai pu dormir, me reposer. Okay. Puis, vers 6 heures du matin, on a décidé de rompre pour un moment donné que ça progresse parce que là, en 6h30, j'étais passée de 4 à 6 avec des contractions super longues, super régulières, mais qui faisaient aucunement progresser mon col pour une raison que j'ignore. Puis même, il essayait de me partir du Sainto, mais je contracturais sur le Sainto, fait qu'il fallait qu'il l'arrête, du moins dans les souvenirs vagues que j'ai en raison de toute la fatigue puis des hormones de ce moment-là. Donc, finalement, on a rompu.
le travail a fini par progresser, j'ai fini par me compléter. Bébé est encore haut. On a fait j'ai fait un petit peu ce qu'on appelle du late pushing. Donc, tu sais, j'ai continué à me reposer. On a laissé bébé descendre un petit peu, même si j'étais complète par la force des contractions. Puis, ça a été là, à peu près 40 minutes de poussée. Donc, ce que je considère ce qui est dans la norme là, pour un premier bébé. Fait que une poussée qui est très classique d'accouchement normal, donc couché sur le dos, les pieds dans les étriers, position obstétricale. Ouais. Mais j'étais tellement épuisée que quand mon garçon il est né, ils l'ont déposé sur moi, j'étais plus là. Oh, mais plus là. Je m'en souviens à peine. Je me souviens que j'avais mon bébé sur moi. Je savais pas comment réagir. J'étais contente, mais j'étais fatiguée. Il est resté en peau à peau sur moi le 0,2 heures de vie, mais j'aurais pas pu le garder sur moi sans une autre présence à côté de moi parce que je me sentais même pas en sécurité. Okay. Je le sentais pas du moins en sécurité. Mais sinon, tu sais, à l'hôpital, tout allait bien. Ça a pas été un bébé à risque de quoi que ce soit. Fait qu'on est parti de l'hôpital quand même assez rapidement. À ce moment-là, moi, j'avais pris la décision que je ne voulais pratiquement aucune visite à l'hôpital, outre que la famille très proche, parce que, premièrement, le fait que je travaille à l'hôpital, puis peut-être que tu l'as vécu toi aussi, déjà, il y a tous tes collègues de travail qui vont faire qui vont venir te faire un petit coucou, félicitations, à tour de rôle. Mais il y a aussi que j'ai tellement vu de nouveaux parents avoir de la famille, de la visite, des amis, sans arrêt. Puis moi, s'il y a un conseil que je peux donner aujourd'hui, là, c'est que votre visite, là, vous allez tellement avoir le temps de l'avoir après, en revenant à la maison. Là, je voulais profiter de ce moment-là avec, tu sais, dans notre petite bulle familiale, pouvoir un petit peu m'adapter à cette nouvelle vie-là. Je sais que c'est un 24-48 heures qui est pas facile, que oui, les premières heures de bébé, il dort, il est calme, il est un peu paf de sa naissance puis de son bonjour la vie. Mais après ça, là, on le sait, là, à l'hôpital, on l'appelle la deuxième nuit de l'enfer, où est-ce que le bébé, il va pleurer sur des longues périodes. Comme parents, on va se sentir impuissant. Les mamans qui allaitent vont toujours avoir bébé au sein, ils vont être fatiguées, vont avoir l'impression de manquer de lait. Puis moi, j'ai tellement vu de maman pleurer, puis de papa plus savoir quoi faire. Bon, puis que moi, je me suis dit, moi, je veux pas vivre ça. Donc, je veux personne à l'hôpital, sauf nos parents proches qui peuvent venir nous faire un coup sans plus. Puis, écoute, j'ai des personnes autour de moi là, qui ont quand même été offusquées par cette décision-là. Puis, du haut de mes 22 ans, j'étais quand même, regarde, ça va être ça. Puis c'est tout. Puis, c'est la décision que vous avez à respecter. Mais je comprends tellement les gens qui disent, qui essaient de prendre des décisions puis qui se font un peu confronter dans leurs décisions par rapport à leur choix. Caroline, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si vous avez pris une décision puis que vous sentez que c'est la meilleure décision pour votre bien, puis celle de votre famille, puis celle de votre bébé, vous tenez votre point, puis c'est tout. Oui. Donc, tout ça pour dire que, écoute, moi, mon allaitement, au retour à la maison, c'est là où le tout s'est un petit peu complexifié parce que mon garçon, il avait un frein de langue court. Puis ça, on se l'était fait dire à l'hôpital, mais ma médecin nous avait dit, écoute, ton allaitement a l'air d'aller bien. Tu sais, tu sembles pas avoir de douleur présentement. Fait que s'il y a de quoi, appelle-moi à la clinique, puis on verra qu'est-ce qu'on fait. Mais tu sais, pour l'instant, j'aurais pas tendance à intervenir pour rien. Fait que ça avait pas été coupé à ce moment-là. Okay. Mais là, écoute, mon bébé se réveillait, là. Ça me faisait tellement mal à allaiter que je le voyais commencer à se réveiller, puis j'avais déjà des larmes qui coulaient sur mes joues. J'appréhendais chacun des boires. C'était comme si, là, c'est pas compliqué, c'est comme si que j'avais des aiguilles qui me rentraient. J'allaitais, j'avais les orteils qui crispaient, puis je me disais, oh mon Dieu, mais ça se peut pas. Puis moi, je tenais mordicus, là, à allaiter. Donc, je me disais, ça se peut pas que je vais souffrir comme ça aussi longtemps. C'est impossible. Fait que finalement, j'ai rappelé mon médecin. Okay. On a coupé le frein de langue et ça a été un game changer. Oh ouais. Le boire d'après,
c'était parfait. Wow. Ça a été terminé. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a une évaluation médicale à faire. Là. Je sais, ces temps-ci, c'est un petit peu sujet qui est à tabou, couper les freins de langue, mais tu sais, quand c'est fait pour les bonnes raisons, là, moi, ça l'a vraiment tout changé pour mon allaitement. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu finalement allaiter mon bébé pendant plusieurs mois. Puis, le petit baby blues est venu aussi. Donc, dans ben, surtout le fait que nous, en fait, j'ai accouché en juin, début juin, puis on déménageait en Gaspésie. Fait qu'on partait de Québec, puis on allait s'installer dans ma région natale. Donc, là, on était non seulement dans un processus d'adaptation avec nouveaux parents, bébés, mais on était aussi dans un déménagement, puis pas un déménagement à 2 coins de rue, là, un déménagement à plusieurs heures de route avec un nouveau-né. Là, fallait tout emballer, faire la route, là, se réinstaller. Donc, ça a été quand même une période qui était super difficile. Puis, ben, tout notre entourage de Québec, tu sais, ma belle famille, nos amis, puis tout ça, qui voulaient nous voir avant qu'on parte, mais tout le monde passait chacun leur tour à la maison. Ouais. Et je pouvais plus aller me coucher, je pouvais plus me reposer. Mon allaitement était un petit peu perturbé parce que tout le monde voulait on sait, là, c'est pas compliqué, là. Oui. Ben oui, tout le monde veut prendre le bébé. Puis est-ce que tu sens qu'on t'a un peu volé ta période avec ton nouveau-né, si on veut? Ben, t'as moins pu en profiter? C'est sûr que j'ai moins pu en profiter dans cette période-là. Est-ce que je vis avec certains regrets? Pas des regrets, mais si c'était à refaire, je referais autrement, puis je mettrais peut-être à ce moment-là un petit peu plus de limites. Ouais, donc, parce que, tu sais, à un moment donné, là, et je me souviens d'avoir juste dit, Yann, prenez-le, là. Moi, je m'en vais me coucher. Là, moi, je m'en vais me coucher. Ouais. Je veux plus, je peux plus. Puis là, je m'étais fait dire, ben là, t'es sûr que tu voulais vraiment un bébé? Oui, c'est pas ça. Mais là, je suis juste plus capable. Faut que je dors, faut que je me repose. Tu sais, j'ai un bébé qui se réveille la nuit, que j'allaite la nuit, que j'allaite le jour. Fait que encore là, l'importance de mettre ses limites, puis on a le droit de fermer la porte puis de dire aux gens, ben oui, vous deviez venir à la maison, mais là, c'est finalement pas un bon moment, donc on va se reprendre. Point. Ouais. C'est tout. D'où l'importance de s'écouter puis de mettre vos limites. Exactement. Mais sinon, après ça, c'est ça, moi, mon Logan, il a commencé la garderie à 3 mois de vie. Oh, ouais. Mais j'avais la chance que, dans le fond, il allait à la garderie à la maison. Ma mère avait une garderie en milieu familial parce que j'ai recommencé mes stages d'université quand il y avait 3 mois. Fait que ça faisait en sorte que c'est sûr que rapidement, j'ai dû un peu couper ce petit lien-là plus rapidement que prévu. Mais bon, je pense que c'était la bonne décision à faire là, pour... ton contexte. Pour le contexte familial. Puis, tu sais, je voulais vraiment finir quand même mon bac. Puis, le fait que je laissais pas quand même chez des inconnus, tu sais, je laissais quand même avec sa grand-maman. Donc, je savais que, tu sais, il allait être en sécurité, puis qu'il allait avoir tout l'amour du monde à cet endroit-là. Ouais. Ben, c'était un petit peu moins crève-cœur, là, de mon côté, pour quand même pouvoir poursuivre, là, mes stages pour compléter mon bac. Fait que ça a été, en gros, ça pour ma première grossesse. Fait que c'est ça que, comme je le disais tantôt, j'étais quand même jeune. Là. Moi, je tombe enceinte de Logan. J'avais 22. J'ai accouché à 23. Donc, c'était pas nécessairement prévu. Je pense qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience de la vie à ce moment-là. Fait qu'il y a des décisions que j'ai prises après ça, un petit peu plus tard à mon autre grossesse, que... je pense que j'ai fait les choses différemment par expérience, mais je pense après avoir un peu acquis de maturité aussi, tu fais des choses, c'est ça, tu fais d'autres choix puis c'est bien correct. Mais là, c'est ça, j'ai mon grand garçon Logan qui a 10 ans, bientôt 11 et qui va très bien. Pour ma petite Lilia, écoute, Lilia, ça a été une grossesse qui a été complètement différente. C'était une grossesse qui était, sans dire planifiée, c'était plus pas d'utilisation de contraception nécessairement. Puis si ça arrive. Puis oui, c'est ça. Puis entre les deux, en fait, j'avais fait une fausse couche, mais tu sais, ça s'est tellement fait comme rapidement que, tu sais, j'ai appris que j'étais enceinte, puis le lendemain, ça puis c'était un peu le même contexte où est-ce que c'était pas nécessairement là pour cette grossesse-là quelque chose qui était planifié et donc, tu sais, le fait que ça s'est terminé tellement rapidement, dans le contexte où ça faisait pas longtemps qu'on s'essayait, ça l'a un peu passé
sais, j'en garde pas de séquelles ou de mauvais souvenirs nécessairement. Pour Lilia, ça a été une grossesse qui était complètement différente. J'ai été arrêtée de travailler très, très, très rapidement. Donc, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, écoute, j'ai travaillé peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines. Puis après ça, j'ai été arrêtée. Je pense que, tu sais, je parlais tout à l'heure que j'ai eu des nausées, vomissements pour Logan tout au long de ma grossesse. Lilia, mais tu avais un horaire très chargé aussi, Lilia, c'est ça? Écoute, presque rien. J'ai vomi une fois pendant ma grossesse. Presque rien. J'ai profité de mon garçon à fond. Tu sais, je me suis rendu compte que le petit moment de sa première année de vie que j'avais manqué avec Logan en raison du retour à mes stages, puis après ça, tu recommences à travailler. Puis j'avais pris le congé court aussi pour Logan. J'ai pu un peu reprendre ce moment-là pendant mon congé de maternité de Lilia, dans le sens où, écoute, il allait à la garderie 1 fois par semaine. On faisait des activités ensemble. Le matin, on n'était pas pressés à se préparer. Donc, pendant toute ma durée de ma grossesse de Lilia, j'allais bien. Oui, j'étais un petit peu fatiguée, puis j'avais un petit peu de reflux, des choses comme ça. Mais, tu sais, j'ai vraiment pu, là, à ce moment-là, profiter de Logan qui avait 2 ans, que j'avais peut-être moins profité de sa première année de vie. Fait que ça allait super bien. Puis j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais bon, pour ceux qui l'ont pas écouté, nous, on a pris la décision de se séparer pendant ma grossesse de Lilia. J'étais à ce moment-là presque à quand même 36 semaines de grossesse, donc j'étais quand même assez avancée. Puis, dans le fond, mais bon, tu sais, c'était relativement là, une décision commune et partagée. Puis la décision qu'on avait prise, c'était que le papa il allait être présent au moment de l'accouchement, comme c'était le cas pour Logan. On allait quand même là vivre ça ensemble. Fait que, tu sais, il y a un point tel où est-ce que celle de mes collègues à l'hôpital qui n'étaient pas au courant de la séparation, ils n'ont rien vu aller là. Ils n'ont rien vu aller nécessairement là, donc ça, c'est sûr que ça l'a facilité le tout pour quand même pour le début. Fait que ça a été... le après, par contre, j'imagine... c'est sûr que le après, oui, est un petit peu... c'est une adaptation qui est différente. Fait que mon accouchement pour Lilia, écoute, c'est pas compliqué, là. Moi, je suis allée à mon rendez-vous chez le médecin vers 38 semaines. J'avais 0 travail de fait. Puis... quand même qu'elle aurait voulu me faire un stripping, mon col était fermé. Puis il y a aussi que, bon, à ce moment-là, tu sais, moi, je fais des petits feux sauvages, puis j'en avais un, puis ma médecin m'avait dit, ouais, tu sais, on sait c'est quoi les risques quand même de feux sauvages avec un nouveau-né. Je préfère quand même pas qu'on stimule le travail pour diminuer les risques le plus possible. C'est ça. La vie étant ce qu'elle est, hein, tu sais, tu veux donc bien y accoucher, t'accouches pas, puis le moment où tu voudrais pas accoucher, j'ai commencé à avoir des contractions le jeudi soir, mais tu sais, petite latence, sans plus. Dans la nuit du jeudi au vendredi, vers 1h du matin, je me suis réveillée, puis là, je sentais que j'avais quand même des contractions, puis là, je me suis dit, hey, non, c'est pas vrai que je vais passer 2 nuits sans dormir encore. Fait que là, tu sais, juste des contractions tannantes qui vont t'empêcher de dormir, puis fait que j'ai mangé un yogourt, je me suis pris 2 Tylenol, je me suis recouchée avec Logan, je me suis endormie, puis j'ai dormi jusqu'au matin. Là, je suis allée me laver, j'ai préparé le reste de mes valises. Je me disais, ouais, quand même, je niaiserai pas trop, tu sais. Puis, à ce moment-là, j'avais appelé ma cousine parce que, le papa de mes enfants travaillait. Fait que là, j'avais dit, viens donc à la maison, tu sais, juste parce que d'un coup que, puis... j'avais quand même envoyé Logan à la garderie ce matin-là. Puis, finalement, à un moment donné, je dis, hey, je vais quand même aller à l'hôpital parce que je pense que j'ai peut-être le petit feeling, début de travail de fait. Fait que, mais tu sais, j'étais pas en souffrance, là. J'avais des contractions irrégulières. J'étais allée un peu dans le bain. J'avais plaqué mes cheveux. Et j'arrive à l'hôpital, à l'accueil obstétrical, puis l'infirmière qui m'examine. Premièrement, j'ai pas du tout l'air de quelqu'un qui est en travail actif. Puis l'infirmière qui m'examine me dit c'est parce que tu es à 8 cm. Et là, je dis non,
Ben, elle dit, ben là, tu me prends-tu pour une menteuse? Ben, non. Est-ce que le papa de tes enfants était avec toi? Ben, non. Non, c'est ça, qui était au travail. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais j'étais à 8. Ben, non. Fait que là, elle dit, ben là, je vais t'emmener une chaise roulante, puis on va t'emmener dans une salle. J'ai dit, mais j'ai pas besoin de chaise roulante, là. Je vais marcher. Je suis capable de marcher, mais. Fait que je me suis déplacée dans la salle d'accouchement, puis la médecin m'a dit, ouais, t'as pas une face de fille qui est à 8, tu sais. Fait qu'elle a dit, ben, je vais te réexaminer. Et finalement, j'étais bien à 8 cm. Okay. J'avais des contractions aux 5 à 10 minutes. Oh, ouais. Zéro régulier. Okay. Tu sais, c'était inconfortable dans le sens que je respirais pendant mes contractions, mais tu sais, moi, là, j'ai aucune tolérance à la douleur. Je suis la plus plaignarde du monde. C'est pas compliqué, là. J'ai mal à quelque part, je me plains, quelqu'un va le savoir. Ça, c'est sûr. Fait que, je me disais, mais non, mais ça se peut pas que j'avais pas besoin de prendre la péridurale, mais là, en même temps, je peux pas la prendre, là. Je veux dire, j'ai pas assez mal pour prendre ça, mais, tu sais, ayant été infirmière en salle d'accouchement, en ayant vu tous les risques de complications, ben, pas de complications, mais tu sais, de déchirure, d'utilisation d'instrumentation. Là, je me disais, Colline, c'est comment j'ai pas envie de vivre ça sans péridurale. Fait que je me suis dit, je vais demander un bloc honteux. Puis un bloc honteux, c'est pas quelque chose qu'on va faire très régulièrement. Fait qu'on va venir geler intravaginal les nerfs honteux pour... tu sens quand même toute la force de tes contractions, mais tu vas moins sentir un petit peu le passage du bébé. Ça va être moins douloureux. Puis si jamais il y a des interventions, des manipulations à faire, comme un épicio, une déchirure ou l'utilisation de ventouse forceps, ben ça va être... Tu vas quand même être gelé au niveau du périnée. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'il faut demander vraiment au bon moment. Fait qu'il faut que tu sois complète parce que ça fait pas effet super longtemps. Faut pas que le bébé soit très descendu ou du moins pas complète, mais presque. Fait que j'ai pu le demander exactement au bon moment, ce qui a fait que ça a fait l'effet escompté. Le papa il a pu arriver entre-temps, à un moment donné, bien évidemment. Écoute, ça a été là, un accouchement couché sur le côté, tout en douceur. Puis à un moment donné, mais en 2 contractions, je me suis dit, ouais, ben c'est long, hein? J'aurais quasiment le temps d'aller me chercher un café à Place Laurier. Puis elle a fini par sortir. Je l'ai mis en peau à peau sur moi. Puis moi, les 2, c'est le papa qui les a sortis. Fait qu'il est venu les chercher, là, tu sais, il sort la tête, puis il vient prendre l'épaule. Puis c'est lui qui les a vraiment, autant pour Logan que Lilia, qui les a sortis les 2 pour venir les déposer sur moi. Fait que ça a été un accouchement qui était très rapide, mais pas du tout, tu sais, pas un accouchement rapide et traumatique. Tout était calme. Tout était relax. Les lumières étaient tamisées. J'étais toute seule avec, tu sais, comme intervenant médical, il y avait juste l'infirmière puis la médecin. Il n'y avait pas de résident. Puis, tu sais, juste pour rappeler que ça se peut des accouchements comme ça qui se font calmement, en douceur. Donc, puis écoute, pour ma fille, là, j'ai accouché en plein mois de janvier. J'ai écouté 80 épisodes d'une série en l'espace de 3 mois. Tout ce que je faisais, là, c'était me laver, manger, allaiter, chiller avec mon bébé en me berçant. Au mois de janvier, le monde vient de moins de visiter, c'est drôle, hein? Fait que j'avais là une relation qui était vraiment fusionnelle avec ma fille, puis j'ai une très belle relation avec mon garçon. Mais là, je pense que le contexte de, tu sais, je pense que le contexte de séparation puis de tout ça a fait en sorte qu'on avait peut-être une relation qui était différente à ce moment-là, où j'avais un besoin plus de proximité puis de connexion avec mon bébé. Fait que puis écoute, ça a été un allaitement qui a perduré jusqu'à à peu près 1 an et quelques, sans douleur, difficulté majeure, exactement. Fait que 2 grossesses différentes, 2 accouchements qui ont mes deux accouchements ont bien été les 2. Écoute, là, moi, j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher, je referais ça n'importe quand. Puis, période postnatale, la même chose, là. Donc, c'était ça, mais c'est le fun, Alex. C'est le fun de t'écouter là-dessus. Je trouve ça tellement le fun d'écouter toutes les histoires d'accouchement, de maternité, de naissance d'une maman, de naissance du bébé. C'est toujours... Naissance d'une famille au complet, oui. Ouais, puis de toutes les vagues qui viennent avec ça, que ce soit un petit peu plus positif, un peu moins négatif, un peu moins positif. Je pense que ça fait partie de la réalité de la chose. Puis moi, je me tanne pas d'écouter
d'écouter ces histoires. Non, je trouve ça toujours magnifique. moi non plus, surtout unique. qu'on est dans le domaine aussi. On est dans le domaine. Puis, comme je le dis toujours, c'est que ça permet, le fait d'en entendre, partager les expériences, autant les expériences qui sont belles, positives, qu'autant les expériences qui sont un petit peu plus, je veux pas dire négatives, mais qui sont différentes, en fait, là, ça fait que tout le monde peut se reconnaître un peu à travers de toutes ces expériences-là. Ça vient mettre un petit baume des fois sur quand on a vécu quelque chose qui est plus difficile de se dire, écoute, je suis pas la seule qui a vécu ça, puis il y a des gens qui vont me comprendre là, quelque part sur mon chemin. Oui, merci. Merci à toi. Les histoires prénataux, une présentation de Perlimpinpin. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.